bonjour à tous. Donc je suis toujours Olivier Gauvin. Je suis directeur offre de formation pour Opcalia. Donc je vais peut-être pas vous expliquer qui est Opcalia. On est juste un OPCA. On finance la formation professionnelle pour les entreprises et comme vous tous, entreprises ou OPCA, on a été impacté par la réforme de la formation professionnelle et on a accompagné, développé et mis en œuvre, comme tous, la réforme et surtout on a vu l'apparition du CPF. Donc l'idée c'était aussi de vous faire un petit point par rapport au CPF qui était un peu la partie immergée de l'iceberg de la réforme et qui a chamboulé beaucoup de choses. En dehors du fait que maintenant, il y a aussi toutes les formations qui sont liées à l'inventaire, au RNCP, toutes les formations qui sont certifiantes. Voilà, donc l'idée c'était un peu de vous faire un topo du CPF chez Opcalia après 1 an et demi. Et puis après de pouvoir échanger avec vous sur les questions que vous pouviez avoir sur la mise en œuvre de la réforme, sur toutes les questions que vous voudriez traiter. Voilà. Le CPF, retour en quelques chiffres. Alors ce n'est pas du tout mon slide, donc je vais le commenter. Donc voilà, c'est le nombre de CPF qui ont été activés sur mon compte.gouv.fr. Je rappelle juste qu'on s'est aperçu de quelque chose quand on a demandé aux gens d'activer leur compte, qui a été un vrai problème l'année dernière, c'est qu'on s'est aperçu que des individus n'avaient pas d'adresse mail. C'était un peu bloquant pour créer des comptes. Et donc c'était des fois un des premiers freins, notamment, alors pas pour les entreprises qui avaient des collaborateurs qui avaient une CSP un peu plus élevée, mais pour un certain type de public, ça a été déjà compliqué pour mettre en œuvre le CPF. Deuxième chose, la chose qu'on dit toujours, c'est que le 31 décembre, le DIF arrêtait, le 1er janvier, le CPF arrivait, et il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont eu du mal à se l'approprier, les organismes de formation également, et les OPCA aussi. Donc tout le monde a été un peu perturbé par la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, et on a eu une grande phase de communication, de promotion, qui je pense a porté ses fruits, parce qu'on a vu une augmentation des chiffres assez importante dans la mise en œuvre de celle-ci. Ce qu'on peut aussi constater, c'est que le CPF est aussi très utilisé par les demandeurs d'emploi, puisqu'on est c'est à peu près Pareto, hein, 80-20. 79% ce sont des demandeurs d'emploi qui utilisent leur CPF et aujourd'hui uniquement 21% qui sont liés aux salariés. Pour vous montrer un peu l'évolution du CPF au sein d'Opcalia, alors là je parle des CPF engagés. C'est-à-dire nous avons reçu la demande et dans notre petit SI, nous avons traité l'engagement du CPF. On peut voir qu'en 2015 déjà, il y a eu une augmentation très forte à partir du mois de mai. Je peux déjà vous donner une explication, c'est qu'à partir du mois d'avril ou mois de mai, les certifications liées aux langues étrangères ont été acceptées au titre du CPF. Ce qui a fait que c'était un peu comme beaucoup de secteurs d'activité. Je dis qu'avant le DIF était très utilisé par deux grandes thématiques de formation. Un, les langues. Deux, la bureautique. Voilà. Donc, on a vu que c'est... C'est toujours le cas aujourd'hui avec le CPF ou pas? C'est toujours le cas. Les langues, c'est toujours la consommation la plus importante. Tout simplement parce que les entreprises sont rentrées dans un système de co-investissement. Avant, on disait aux collaborateurs, si tu veux mobiliser, faire une formation en anglais, tu n'es pas prioritaire par rapport à la formation, donc je vais te proposer de mobiliser ton DIF. Je rappelle toujours qu'historiquement, le DIF, il n'y avait pas de financement. Quand on prenait la loi, le DIF, à côté, c'était le droit de demander. On avait le droit d'acquérir parce que c'était légal, et après on avait le droit de demander. Hein. Tout le monde avait le droit de refuser. Et il n'y avait pas de financement. C'était les OPCA qui avaient créé les financements avec les fonds liés à la professionnalisation. C'est pour ça qu'on disait qu'il y avait des DIF prioritaires ou non prioritaires. Quand c'était prioritaire, on travaillait sur la professionnalisation, dans l'ancien temps. Et quand c'était non prioritaire, c'était l'entreprise qui finançait sur son plan de formation très classiquement. Donc oui, c'est toujours le cas. On a vu une augmentation très forte à partir de cette date-là. Au mois de décembre, vous voyez une explosion des CPF, puisqu'on passe à 3200 CPF en un seul mois. Donc j'ai quand même posé la question à mes collègues, pourquoi cette demande? En fait, c'est les entreprises. Beaucoup d'entreprises ont eu peur
qu'au 1er janvier, il y a la fin de l'abondement. Pour promouvoir le CPF, en fait, les OPCA ont dit on peut aller au-delà du nombre d'heures que le salarié possède sur son compte formation, sur son compteur d'heures. D'accord ? Et il y a eu un flou, et beaucoup ont commencé à dire au 1er janvier, l'abondement va disparaître. Et donc les entreprises ont dit on va un peu en profiter avant, on va demander à demander à mon collaborateur, si tout le monde est d'accord, parce que je rappelle toujours que le salarié doit être d'accord pour mobiliser son CPF, mais c'est toujours une co-construction, donc on a vu une augmentation du nombre de CPF importante à partir de décembre. Je rassure tout le monde, l'abondement n'a pas disparu au 1er janvier. Donc, par exemple, au Opcalia, on continue à aller au-delà du nombre d'heures mobilisées acquis par le salarié pour pouvoir faire des formations qui sont des fois beaucoup plus longues que celles qu'il devrait faire avec uniquement son nombre d'heures. Donc, on voit à peu près en 2015, on a engagé 7700 CPF. Et quand on voit les chiffres en 2016, à ce jour, on est à peu près à 7000. Il y avait combien de DIF en 2013 ? Aucune idée. J'aurais dû préparer l'autre slide. Oui, mais ce qui veut dire, c'est que par contre, on voit que les demandes de CPF, les durées sont beaucoup plus importantes. La durée moyenne chez Opcalia, d'accord ? En moyenne, un CPF fait 80 heures. Ce qui n'était pas le cas réellement dans le DIF. Et surtout pour les demandes d'emploi, c'est là où on voit que les demandes de CPF sont beaucoup plus importantes. Donc quand on prend schématiquement, quand on fait, et des fois c'est une comparaison qui est un peu dangereuse, quand on compare le DIF et le CPF, on n'est pas sur le même volume. Si je prends uniquement le nombre d'heures, le CPF est beaucoup plus important que le DIF en nombre d'heures. Je ne vais pas dire nombre de dossiers. Parce que les engagements ou les volumes qui sont engagés par CPF sont beaucoup plus importants. Parce que déjà, si vous cherchez une certification, un titre ou un diplôme, vous allez être sur des formations qui vont faire 70, 80, 120, 200 heures. Donc vous voyez, j'ai déjà dépassé le nombre d'heures acquis. Pourtant, on va les engager. Alors qu'avant, le DIF, la moyenne était 20 heures. La personne faisait ses 20 heures, l'année d'après, il faisait ses 20 heures et refaisait 20 heures après. Donc, on voit que, mais ça veut, je sais aussi que les organismes de formation et nous ont été très très impactés par la mise en œuvre du dispositif et notamment les deux premiers secteurs que je vous ai cités, les formations en bureautique et les formations en langues étrangères. Tous les organismes de formation qui faisaient des formations qui étaient déjà certifiantes, qui étaient reconnues au RNCP et qui, eux n'ont pas eu de difficultés. Ils ont vu leurs chiffres augmenter. De plus, point de vue grande entreprise, le début d'année, ils ont vu que des financements avaient disparu, donc ils ont dû réadapter leur méthode d'accompagnement financier de leur projet de formation, et donc ils ont déjà commencé à regarder les formations qui sont le plus consommées ou le plus utilisées sur leur budget de formation, et ils ont essayé de trouver des financements, et le CPF est devenu un financement. C'est du co-investissement. Voilà. Donc, à ce jour, vous voyez, le CPF augmente fortement. Et je n'ai pas les chiffres précisément, mais on voit aussi une augmentation très forte du CPF autonome. Le salarié qui a commencé à comprendre qu'il pouvait investir en formation et qu'il avait un compteur d'heures et surtout un financement. C'est ça la grande modification. C'est que maintenant, vous avez un financement opposable. Et par exemple, chez nous, le taux de prise en charge est de 50 € de l'heure stagiaire. Ça ne durera pas. Je vous informe tous. Il y avait des fonds au titre du CPF. Je rappelle qu'à une époque, si on parle du DIF, quand on a commencé à mettre le DIF en place, il y avait des fonds sur la pro, le DIF était au taux réel. Après, c'est descendu à 50 €, c'est descendu à 9,15, c'est descendu à 0. À 0, on ne finançait pas. Ça veut dire que, nous, si on finançait, mais l'organisme de formation, lui, ne vivait pas. Donc ça veut dire que le CPF est uniquement une verse. Aujourd'hui, c'est 50 €, ça va certainement diminuer un jour ou l'autre le taux horaire, parce que l'enveloppe, elle, n'est pas extensible. Donc plus il y aura de monde à faire des demandes, si l'enveloppe reste identique, de fait, le taux, lui, va diminuer. Peut-être que la bonne chose, ce sera le forfait parcours, mais ça, on sort du sujet, qui va sortir du nombre d'heures, mais qui permettra de financer un projet entier.
Donc voilà. Donc le CPF autonome augmente parce que les individus ont commencé à être, sont au courant maintenant qu'ils peuvent faire de la formation et surtout qu'ils ont un financement qui est autoposable. Comme je vous le disais, vous voyez que c'est un dispositif qui a surtout été utilisé par les grandes entreprises dans un premier temps, tout simplement parce que souvent il y a du dialogue social dans l'entreprise. Et en plus, il y a des services formation qui ont compris qu'ils pouvaient mobiliser aussi ce financement. Très honnêtement, ça ne me choque pas. Si c'est un co-investissement, le salarié va autant acquérir de... Oh, on a pris le slide en photo. Ça veut dire que les salariés vont aussi acquérir des compétences. C'était aussi ça l'enjeu du CPF, c'était de pouvoir certifier ses compétences. Et je trouve que dans les deux grands domaines, et notamment dans la bureautique, maintenant, on peut dire j'ai un niveau en maîtrise des différents logiciels ou niveau de maîtrise en bureautique. Avant, on mettait Excel, je maîtrise à peu près. Access, je connais le nom. Et c'était comme dans les langues. Et je trouve qu'on se rapproche beaucoup des niveaux des certifications en langue. Et je trouve ça très bien. Les entreprises avaient historiquement l'idée, et je fais souvent le comparatif, c'est pour ça que je fais souvent l'amalgame entre les deux, parce qu'avant on vous disait j'ai 900 points au TOEIC, on ne vous disait pas est-ce que vous maîtrisez l'anglais. On aurait pu. Mais donc maintenant dans la bureautique c'est la même chose. Je pense qu'on va pouvoir dire à un salarié ou à un individu qui va vouloir valider ou valoriser ses compétences en bureautique ou en maîtrise de la bureautique, quel est mon niveau? Je vous rappelle que il y a des études qui sont sorties et c'est un gain très important pour l'entreprise. Le nombre d'heures perdues par les salariés qui ne savent pas faire le fameux tableau croisé dynamique, je ne sais pas le faire, ou alors qu'ils ne savent même pas faire une formule de calcul dans un tableau Excel, qu'ils ne savent pas utiliser Word pour faire de la mise en page, donc autant eux ils perdent du temps, autant son collègue d'à côté va perdre du temps parce qu'il va demander à son collègue d'à côté, qui peut-être lui ne sait pas le faire non plus, donc il demandera au troisième collègue ou au manager qui va arriver. On sait que je dis juste que je dis aux entreprises, investir des fois dans ce type de formation, ça permet de gagner du temps. L'idée, c'est comment on arrive à évaluer ce gain. Et c'est surtout, pour moi, c'est ça l'enjeu de demain en termes de formation professionnelle. Donc vous voyez que c'est plutôt les grandes entreprises de 50 salariés, enfin 50 à 300, c'est une grosse PME. Et après, ce sont des grandes entreprises, sachant que 300 et plus, on peut avoir, chez nous, des entreprises qui font quelques milliers de collaborateurs. Et on a notamment une grande entreprise qui investit beaucoup dans les formations en anglais et qui a fait augmenter le nombre très important de formations. Et puis après, vous voyez que par contre, au niveau des CSP, la répartition est à peu près identique, à l'exception des agents de maîtrise qui sont un peu plus pénalisés, mais voilà. Chez Opcalia, il n'y a pas de catégorie spécifique. C'est-à-dire qu'on n'est pas l'OPCA des très grandes entreprises du CAC 40. 90% de nos adhérents, ce sont des entreprises de moins de 50 salariés. Et on est autant dans les entreprises de services que de l'industrie. Voilà. Le textile, la mode, le cuir, le caoutchouc, il y a tous les niveaux. Le recyclage, c'est aussi des entreprises où il n'y a pas que il y a aussi des bas niveaux de qualification et des CSP un peu plus faibles. Alors, quel délai? La réponse est, en fait, le CPF, chez nous, pour avoir interrogé les personnes qui gèrent les CPF, il n'y a pas de délai spécifique. Quand c'est quelqu'un qui fait une demande en salarié autonome, bien évidemment, il faut qu'on lui envoie l'accord de réponse et il va attendre sa réponse avant le début de la formation. D'accord? A priori, nous, on ne bloque pas les demandes de CPF. Et puis, quelque chose qui est très intéressant et qui est très important depuis le 1er janvier 2016, tous les comptes ont été crédités des 24 heures. En 2015, on avait toujours le cas où pas des heures de diff, hein. Le reliquat, le solde des heures de diff n'est pas crédité sur la caisse des dépôts, sur moncompte.gouv.fr. Mais les heures de CPF, eux ou elles, ont été créditées. Ce qui veut dire qu'on est capable, nous, d'engager un dossier CPF, même si la personne n'a pas créé son compte. Parce qu'avec son numéro de sécurité sociale et son nom de jeune fille, c'est juste un conseil, hein. Donnez plutôt le nom de jeune fille également que le nom de femme mariée.
Parce que des fois, les comptes ont été créés avec le nom de jeune fille. Donc, pour retrouver, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais avec le numéro de sécurité sociale, à principe, comme il est unique, on retrouve assez facilement. On est capable d'engager sur la Caisse des dépôts le dossier. Quels sont les problèmes récurrents? Les problèmes récurrents, c'est le fameux code. On a rarement... Enfin, chez nous, les assistantes passent énormément de temps à rechercher le code CPF sur la liste, qui est très explicite, qui est très facile d'utilisation. Et donc, elle passe énormément de temps. Donc, les conseils que je donne, c'est déjà de préparer en amont, que ce soit une entreprise, mais ça, vous le savez le faire, qu'on soit un salarié autonome qui vient vous voir si vous êtes organisme de formation, de pouvoir envoyer ces différents éléments pour que nous, on puisse engager les dossiers. À ce jour, on engage souvent 3 fois plus que le nombre d'heures créditées sur le compte CPF. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, aurait 100 heures plus son DIF, on peut des fois financer jusqu'à 300 heures de formation sans aucune limite, voilà, à 50 €. Plus les entreprises, il y a les frais annexes, je rappelle toujours quand c'est une demande d'un salarié. Et quels outils de contrôle? On va demander l'autorisation du salarié pour son CPF. Après, on n'est pas dans toutes les entreprises, on ne sait pas comment ça se met en œuvre. Quand il y a eu le DIF, il y a eu beaucoup de CACES dans certains secteurs d'activité. Bon, avec le CPF aussi, je vous rassure. Mais c'est du co-investissement. Je dis toujours aux salariés, vous avez la possibilité de dire non. Vous avez la possibilité de dire non, je ne veux pas utiliser mon CPF. Voilà. Et je rappelle que l'enjeu fort, ce n'est pas le CPF, c'est l'entretien professionnel. C'est ce moment-là où le salarié et son manager ou son dirigeant doivent pouvoir construire un projet commun ou pas. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Et si le projet n'est pas commun, bien évidemment, l'idée, c'est plutôt de dire à son salarié, comment tu peux faire un projet en dehors de mon entreprise. Tu peux aussi oublier ton CPF. Et pour moi, c'est pas grave qu'un salarié s'en aille. Enfin, très honnêtement, à moins que ce soit la personne qu'on ne peut pas remplacer. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment ça. C'est l'entretien professionnel qui va permettre de co-construire. Et ça permet aussi d'investir sur les compétences des collaborateurs. Je rappelle toujours que la différence entre deux entreprises, c'est les compétences qui sont maîtrisées par les salariés. Tout le monde peut avoir le même outil, la même machine. Tout le monde peut avoir le même ordinateur, que ce soit un Mac, un PC avec la version Excel 2007, 2010. Si je sais utiliser les tableaux croisés dynamiques et que mon collègue d'à côté, dans l'entreprise d'à côté, ne sait pas le faire, la différence, ce n'est pas l'outil, c'est ma compétence. Donc la compétence des salariés, c'est vraiment la valeur ajoutée des entreprises. Accessoirement, ce matin, en venant, j'écoutais BFM, je ne fais pas de pub, et il y avait O2 qui parlait et qui disait que son nouveau credo, c'est d'investir avant le client, sur son salarié. C'est son nouveau... alors, on peut avoir plein de... Je les connais aussi, je peux en parler longtemps, mais l'idée, c'est de dire... Il disait, si mon collaborateur est compétent, s'il est bien dans mon entreprise, à 99,9%, mon client sera content. Donc, avant d'investir sur la relation client, je vais investir sur la relation salarié. Parce que maintenant, c'est la guerre des talents. Et donc, si je peux proposer à mes collaborateurs un parcours de formation, et pourtant, c'est des métiers à la personne, service à la personne, c'est des gens qui ne sont pas... c'est pas des métiers... tout le monde, quand on est petit, se dit pas, je vais être dans le service à la personne. Non, ils veulent être pompiers ou astronautes. L'idée, et je trouvais ça très intéressant de dire, et je trouve que le CPF rentre bien dans cette logique, en disant c'est du co-investissement. Et pourquoi co-investissement? Parce que c'est pas parce qu'on a créé le CPF que l'individu va se réveiller le matin en disant je vais faire de la formation. Quelqu'un qui n'est pas autonome en amont pour choisir son action de formation, si l'entreprise ne l'accompagne pas dans la mise en œuvre de sa formation, il n'ira pas naturellement. C'était comme le DIF. C'était la grande idée du DIF, que comme on donnait des heures, l'individu va aller se réveiller le matin et aller dire « tiens, je vais faire de la formation ». Non, l'idée, c'est vraiment ça. Donc l'entretien professionnel, l'accompagnement par tous les acteurs de la formation, c'est un avantage, c'est un atout. Et c'est pour ça que l'entretien pro et le CPF sont des vrais outils pour développer, les compétences des salariés et de l'entreprise. Et voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Après, quels outils de contrôle on justifie? Si quelqu'un nous appelle et nous dit il y a eu un problème, il y a eu un écart, on va aller contrôler. On a un service d'audit et de contrôle qui fait bien son travail. Il va voir l'entreprise ou il va voir l'organisme de formation. Et à ce titre, il va aller contrôler sur preuve.
Par contre, on s'est aperçu aussi d'une demande de nos entreprises adhérentes, c'est comment j'accompagne mon salarié pour qu'il puisse bien choisir son organisme de formation. Ils se disent comment je vais aider mon collaborateur à bien choisir son prestataire de formation. Sur quels critères il doit se baser pour aller choisir. Et même moi, petite entreprise ou PME, comment je fais pour mieux choisir? Parce qu'il y a un investissement, il y a des heures qui vont être mobilisées. Et on a des partenaires sociaux dans des branches qui nous commencent à nous questionner en disant, est-ce que vous n'auriez pas un guide? Quelles sont les questions basiques que mon salarié ou qu'un individu doit poser pour bien choisir? Parce que le monde de la formation, on est entre nous, on connaît. Mais je suis couturière ou je suis plutôt technicienne de confection et je veux faire une formation en bureautique, comment je vais choisir un prestataire qui va répondre à mes attentes et à mes besoins et comment je peux être garant de la qualité de celui-ci ou de la prestation qui va être desservie. Et c'est une réflexion qui commence à monter, autant dans les petites entreprises que chez nous. J'ai une branche professionnelle qui m'a posé la question, pas pour la bureautique à ce jour, mais pour d'autres thèmes de formation, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des dérives. Des dérives, c'est la dérive que je prends souvent, c'est la dérive opticien. Bonjour, dites-moi quelle est votre mutuelle et je vous dirai quelles lunettes je peux vous donner. Eh bien, dans certains secteurs de formation, c'est à peu près la même chose maintenant. On lui dit bonjour, dites-moi quel est votre OPCA et je vous dirai qu'est-ce que vous pouvez avoir en termes de taux horaire. Vous voyez, il commence à avoir quelque chose qui ne marche pas. Donc l'idée, et quand je dis ça, c'est j'ai travaillé 11 ans dans un organisme de formation, donc je sais très bien ce qui se passe de l'autre côté. Je n'ai pas de difficulté par rapport à ça, mais ça veut dire que s'il commence à y avoir ces dérives, à un moment, les taux ou les prises en charge vont diminuer. On va commencer à dire, vous voyez, la formation, il n'y a pas de prix parce que chacun fait son prix en fonction du type d'OPCA. Nous, on veut favoriser le CPF en accompagnant nos entreprises, en communiquant le plus possible. C'est pour ça qu'à l'époque, on a fait une campagne Facebook parce qu'on se disait autant toucher l'individu plutôt que l'entreprise. Et puis deux, c'est comment mettre en visibilité l'ensemble de l'offre et puis de faciliter l'accès à la formation. Les perspectives, je pense que les entreprises vont de plus en plus utiliser le CPF pour co-investir avec les entretiens pro. Et ça, il y a une vraie tendance là-dessus. Les perspectives qui ne sont pas liées au CPF ou à la formation, mais qui peuvent être liées aux certifications, aux évaluations, c'est qu'on entend de plus en plus parler, mais ça existe depuis des années, le fameux ROE, comment j'évalue l'impact de la formation dans ma stratégie d'entreprise, comment je vais évaluer que les personnes ont bien acquis des compétences, comment ils ont pu les transférer en situation de travail. Ce sont des thématiques qui sont de plus en plus récurrentes. Et tout ce que vous faites va un peu dans ce sens ou va dans ce sens. Opcalia finance depuis quelques années, je connais des prestataires qui sont ici, des actions dites collectives. Et depuis 1 an et demi, on est rentré, nous, dans un système d'évaluation de l'impact. En dehors de est-ce que la formation était bien, est-ce que les compétences du formateur. On a aussi des questions en amont. Est-ce qu'avant de partir en formation, vous aviez vu votre manager? Est-ce que vous connaissiez les objectifs? Est-ce que vous étiez motivé pour aller en formation? Qui sont des enjeux très importants, parce qu'on sait qu'une personne qui n'est pas motivée pour aller en formation va acquérir moins de choses, certainement. Et puis surtout, ça va être très fatigant pour l'organisme de formation, parce qu'avant qu'il commence à apprendre quelque chose, il va falloir le motiver. Hein. Donc, on voit que les chiffres chez nous sont un peu plus faibles là-dessus. Donc, on se dit qu'il y a un travail à faire avec les entreprises sur cette thématique. Et puis surtout après, on leur dit, est-ce que vous avez atteint les objectifs? Bon, comme ils ne les connaissaient pas avant, souvent, ils ont du mal à dire qu'ils les ont atteints. Mais les chiffres, c'est 70% en fait. 70% des gens vous disent qu'ils les ont atteints. Mais on voit que les chiffres sont un peu plus faibles. Mais les gens, en principe, sont assez contents de l'organisme de formation, de la prestation qu'ils ont eue. Voilà. Et puis surtout, la question intéressante, c'est 90 jours après, est-ce que vous avez mis en œuvre les acquis de la formation? 50% vous disent oui, donc 50% vous disent non. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi ils l'ont fait ou pourquoi ils ne l'ont pas fait. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait, c'est souvent parce qu'ils n'avaient pas le besoin ou ils n'ont pas eu le temps de le mettre en œuvre. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être tout un travail en amont avec des tests ou avec des évaluations pour pouvoir savoir si la personne a vraiment besoin de faire une formation. Et surtout, après, c'est est-ce que vous avez, et pourquoi vous l'avez mis en œuvre? Plus de 60% vous disent qu'ils étaient convaincus de l'utilité de celle-ci. J'ai mis en œuvre une formation parce que je suis convaincu que la formation m'est utile. C'est enfoncer des portes ouvertes, mais ce qui veut dire que peut-être il y a un travail à faire en amont pour expliquer pourquoi il y a un enjeu, à quoi ça sert, et quel est l'objectif, où on doit aller. Et quand je fais le détail, il y a 10% qui vous disent « grâce à l'accompagnement de mon manager ».
et 18 grâce à mon collègue de bureau de travail. C'est-à-dire qu'on met plus en œuvre les acquis de la formation grâce à mon collègue de travail qui va vous dire « tu as appris à faire des TCD, s'il te plaît, tu les fais toi-même », que mon manager qui va le faire. Et je ne suis pas dans une logique de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des axes d'amélioration autant dans l'entreprise que nous pour accompagner les salariés dans tout ça. Donc pour moi, les perspectives, c'est ça. C'est qu'on va de plus en plus parler d'impact de la formation, pendant quelques temps, je pense que les OPCA vont être de plus en plus importants dans l'achat de formation, dans le référencement pour les TPE, PME. Et on voit que les entreprises nous demandent de plus en plus d'aller dans cette logique-là, de pouvoir référencer, acheter pour eux des actions de formation. Voilà, pour moi, ce sont les grandes tendances qui vont arriver. Mais voilà, je pense que la grande tendance, c'est comment on évalue l'impact de la formation en entreprise, parce que si ça devient un investissement, il faut réussir à évaluer celui-ci. Tout le monde est au courant que les budgets ont diminué. Et je dis juste que c'est comment on va accompagner ça et comment on arrive à retourner sur une logique normale de dire que la formation est un investissement. Merci beaucoup Olivier. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public, si quelqu'un veut réagir sur un point en particulier ou... Non ? Oui. Oui, moi j'ai une question, Raphaël Berriot, Proformation. Oui, bonjour à tous, Raphaël Berriot, Proformation. La question c'est en termes de perspective, je vais parler de la logistique administrative. Est-ce qu'il y a des évolutions possibles de simplification pour monter un dossier CPF? Vous avez aujourd'hui des clients, des responsables formation de grands comptes, consommateurs, de CPF, qui ne communiquent pas sur ce dispositif, alors qu'ils sont assis, entre guillemets, sur un tas d'or, quelque part, encore aujourd'hui, tant qu'il y a du budget. Et parce que ça leur prend du temps, parce qu'ils ont peur d'avoir 100, 200 salariés, 300 salariés qui viennent les voir pour monter un dossier TOSAPAS, TOEICPAS, etc. Voilà. Et je trouve ça bien dommage, parce que l'investissement sur le salarié, c'est une valeur sûre. Il y a un dispositif qui existe, il y a un financement possible. Et aujourd'hui, pour des raisons de temps et de lourdeur, entre guillemets, de montage de dossiers, prise en charge, etc., des dossiers ne se montent pas. Donc c'est juste, est-ce qu'il y a... La question, c'est est-ce que... quelles sont les simplifications à venir possibles ou envisageables, ou que vous envisagez, vous, Opcalia, pour qu'un dossier soit plus facile à monter, quoi, tout simplement? Alors, pour répondre, on a déjà eu le cas, nous, notamment pour la grande entreprise, vous voyez, mais on est souvent sollicité, c'est par les grandes entreprises, c'est pas par la TPE qui va faire un dossier, très honnêtement. Et dans ces cas-là, on s'assoit tous autour d'une table. L'entreprise, l'organisme de formation et nous, pour savoir quels sont les volumes, comment on peut le gérer, et on a mis en place des systèmes automatiques, avec des systèmes d'EDI. Mais voilà, mais il y a d'autres dans ce secteur-là qui nous ont aussi sollicités, mais dans d'autres domaines d'activité. Ils savent qu'ils ont des volumes. On est, nous, dans une logique de simplification. En dehors du CPF, je rappelle que l'année dernière, il y avait aussi Emmanuel Vargon qui avait envoyé un courrier à tous les OPCA, ancienne déléguée générale de la DGEFP, en disant il faut simplifier, il faut dématérialiser. Alors c'est souvent compliqué pour l'amont parce qu'il faut une demande de prise en charge, il faut ce genre de choses. Nous, en termes de simplification, on essaie d'aller de plus en plus dans la numérisation. On dit toujours aux organismes de formation, rien ne vous empêche de nous envoyer une facture numérique. Alors beaucoup nous envoient par papier. Nous, on dit juste, envoyez-nous pas un scan de la facture, mais votre outil de gestion vous sort la facture en PDF. Envoyez-les-nous. Vous pouvez nous l'envoyer par mail. Au moins, on est sûr de la recevoir. Parce qu'on dit toujours, les OPCA, vous perdez les courriers, mais on est une annexe de la poste, des fois. Avec le nombre de courriers qui arrivent, avec les feuilles de présence, ce genre de choses. Donc nous, on est vraiment dans cette logique-là. Pour le CPF, et quand il y a des volumes, mais même si ce n'est pas le CPF, c'est comment on peut accompagner l'entreprise dans la mise en œuvre et dans la gestion administrative de ces dossiers,
Et puis pour les organismes de formation de l'autre côté, c'est comment on peut aussi travailler avec vous pour simplifier toutes ces procédures. Et on est en train de travailler autant avec la DGFP qu'avec la FFP sur ces actions-là. Comment on peut simplifier en enlevant des fois des pièces qui ne sont pas utiles pour prouver que la formation a eu lieu ou que quand vous nous payez. Par exemple, moi je milite pour qu'on enlève que la facture fasse office d'attestation de présence. Aujourd'hui, quand vous envoyez une facture, la loi dit que vous devez avoir une attestation de présence à côté. D'accord ? Je ne vous parle pas des feuilles de présence. Vous allez attester que vous avez fait 20 heures. En fait, vous attestez que la personne a bien fait 20 heures et à côté, vous faites une facture de 20 heures. Donc moi, je dis à la personne, enfin, je dis à la DGFP, je dis un truc qui... Pourquoi me faire une attestation alors que la facture me dit la même chose ? Disons que la facture fait attestation de présence. Alors, est-ce qu'il ne faut pas rajouter des mentions sur la facture ? Pourquoi pas ? Mais allons dans ce sens-là, simplifions, et on parle de dématérialisation, envoyons des factures en format électronique avec une adresse mail, et puis voilà, l'assistante chez nous. Parce que tout ce qui vous complexifie nous complexifie aussi la vie. Hein. Moi, j'ai vu une assistante compter les heures. Enfin, j'ai géré pendant quelques années au Cahier de France le pôle des entreprises de moins de 50. Donc imaginez-vous le lot de factures qui arrivaient, avec des feuilles de présence, et les assistantes qui comptaient. Facture 20h, 19h30. On va renvoyer la facture avec les feuilles de présence. On perdait autant de temps, autant d'argent à traiter la demi-heure d'écart qu'à engager et à payer la facture de 20h. Voilà, c'est des choses. Je pense qu'on va avancer assez rapidement là-dessus. La seule chose, c'est de dire comment on arrive à prouver que la formation a bien eu lieu. Et l'idée, c'est que c'est la logique un peu... je ne sais pas si vous avez vu les... Enfin, on ne peut pas dire son nom parce qu'elle s'appelle El Khomri, la loi El Khomri, mais dans la loi El Khomri, il y a la logique de forfait parcours, où on va pouvoir commencer à sortir de la logique d'heure. Ce qui est très intéressant. Pourquoi ne pas payer uniquement l'évaluation ? Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est rare, mais ça ne se fait pas, mais pourquoi doit-on payer une action de formation ? Pourquoi ne pas payer que l'évaluation ? Si on fait une évaluation que la personne a acquis le niveau, ou a le niveau pour faire ce qu'il a à faire, on va lui dire on ne peut pas payer, il n'y a pas de formation derrière. Alors que c'est quand même une action pour développer les compétences du collaborateur. Donc il y a des logiques qui vont peut-être rentrer dans ça. Et puis on parle beaucoup de multimodal, présentiel, e-learning, c'était l'intervention d'avant-hier. Voilà, et l'idée c'est comment on simplifie tout ça pour, vous entreprise ou organisme de formation, vous faire gagner du temps, et nous également. Enfin, vous n'êtes pas le seul à savoir que les OPCA, on n'est pas dans une logique d'expansion et de recrutement. Donc on a des ressources aussi à optimiser, et plus on va simplifier, plus on va digitaliser l'ensemble de la chaîne, mieux ce sera. On a encore beaucoup de travail à faire, mais on y travaille. Merci Olivier.